Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par le retour de la volatilité sur les marchés américains. Ça avait déjà commencé en fin de semaine dernière, ça s'est poursuivi cette semaine pour une raison assez simple, à savoir la dégradation de plusieurs chiffres macro aux États-Unis, à la fois des chiffres liés à l'immobilier, des chiffres sur la confiance des consommateurs, sur la consommation, ça on va en parler dans quelques instants, mais également toujours en contexte tendu sur les questions commerciales avec des menaces d'entrée en application de taxes de la part de Trump sur la Chine, sur le Canada dès la semaine prochaine. Donc une semaine qui aura tourné autour de deux gros thèmes, la macro américaine d'un côté et les questions commerciales de l'autre. On va donc déjà commencer par ce thème de la macro américaine parce que on a vu déjà en fin de semaine dernière qu'il y avait des chiffres relativement décevants sur le front des consommateurs, dans les enquêtes notamment, les enquêtes de confiance des consommateurs, à la fois celle de l'Université du Michigan qu'on a eu la semaine dernière, mais également celle du Conference Board qu'on a eu cette semaine. Ces deux études distinctes font bien apparaître une dégradation de la confiance des consommateurs sur les derniers mois et une dégradation qui arrive par des questions de crainte à la fois sur le risque de rebond des prix. On a vu que les anticipations d'inflation à long terme des consommateurs, donc les anticipations au-delà de 5 ans, eh bien, ont atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 1995. Et également dans des inquiétudes liées à l'éventuelle hausse des prix par rapport à des taxes commerciales, taxes à l'importation que l'administration mettrait en place. Donc la question aujourd'hui, c'est pas tellement celle de savoir est-ce qu'effectivement, enfin si c'est une question, mais c'est pas parce que le consommateur américain considère que les prix vont réaccélérer dans les mois qui viennent que le consommateur a raison. Simplement, les enquêtes de consommation visent à déterminer un peu le moral des consommateurs, ce qu'ils pensent. Et si ce qu'ils pensent, c'est qu'il y aura instabilité commerciale, que les prix risquent d'augmenter, que l'inflation est toujours présente et que tout ceci peut réaccélérer dans les mois qui viennent, eh bien le consommateur décide de potentiellement de freiner sa consommation. Et c'est ce que nous avons vu, souvenez-vous, il y a déjà quelques semaines, sur les chiffres de vente au détail. On avait eu le plus fort repli mensuel des ventes au détail depuis 2 ans. Et aujourd'hui, donc là, en cette fin de semaine, on a eu de nouvelles statistiques, dont une qui concerne les dépenses de consommation, Personal Consumption Expenditure, donc la partie PCE. Et là, on a eu une très mauvaise surprise sur un mois, donc variation mensuelle. On a eu le plus fort repli, donc un moins 0,5%. C'est le plus fort repli qu'on a observé d'un mois à l'autre depuis février 2021. Et vous voyez qu'on commence à avoir des éléments comme ça qui s'agrègent autour des consommateurs, à la fois sur les indices de confiance et sur la consommation réelle, les ventes de détail, les dépenses de consommation. Et ça, effectivement, c'est potentiellement un risque parce qu'on sait que la croissance américaine réside de manière très claire sur la consommation des Américains. Et un membre de la Fed a réagi cette semaine en expliquant qu'effectivement, et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit risque pour le marché, parce que ce membre de la Fed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on observe les enquêtes sur les consommateurs et on voit qu'effectivement, ils craignent une réaccélération des prix, et donc c'est leur inconfort par rapport à l'inflation toujours existante et leur crainte de voir ces prix réaccélérer qui génère cette dégradation du sentiment. Et le membre de la Fed a bien expliqué que effectivement dans ces enquêtes il y avait du bruit, c'est-à-dire que ce n'était pas une science exacte, que ce n'est pas parce que les consommateurs pensaient quelque chose que ça allait se réaliser, mais il ramenait ça au rôle de la Fed, expliquant que effectivement dans ce contexte-là, la Fed ne peut pas baisser la garde pour autant, parce que si les craintes des consommateurs portent sur les questions de prix, eh bien c'est bien là un des deux mandats de la Fed. Il y a l'emploi d'un côté et il y a l'inflation de l'autre. Et donc il dit que ça nécessite une vigilance toujours importante de la part de la Fed. Et donc probablement plusieurs rapports successifs où on voit que l'inflation fait de nouveaux progrès vers l'objectif. On rappelle, et pour ceux qui écoutent ce podcast depuis quelques temps maintenant, que depuis maintenant plusieurs trimestres, les deux mesures d'inflation principales aux États-Unis, l'inflation CPI et l'inflation PCE, eh bien, n'ont pas fait de nouveaux progrès vers l'objectif. Et aujourd'hui, enfin, cet après-midi, on a eu un nouveau rapport sur l'inflation PCE, et ce rapport effectivement fait état d'un ralentissement de l'inflation PCE qui en rythme annuel passe de 2,8% à 2,6%. Mais on rappelle que depuis maintenant 2 trimestres, cette inflation Core PCE, c'est-à-dire inflation sous-jacente PCE aux États-Unis, qui est la mesure la plus regardée par la Fed, eh bien ça fait maintenant 2 trimestres consécutifs qu'elle oscille entre 2,6 et 2,8. Donc effectivement là on repasse du haut de ce range en quelque sorte d'inflation au bas du range d'inflation, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais la Fed va probablement attendre que les prochains rapports CPI et surtout PCE
continue de montrer, notamment le prochain rapport PCE, continue de montrer que l'inflation ralentit en passant par exemple à 2,5 ou 2,4 et cassant enfin cette fourchette de variation des prix, espèce de plateau en dessous duquel l'inflation n'arrive pas à descendre ces derniers trimestres. Donc on est dans une situation où psychologiquement le marché est confronté à quoi? Il est confronté à des statistiques macro-américaines qui en l'espace de quelques semaines semblent se dégrader. Alors attention, c'est quelques semaines, il faudra avoir pour s'inquiéter réellement plusieurs mois probablement de dégradation des statistiques, mais le marché il voit quoi? Il voit une Fed qui pour l'instant a bien fait comprendre qu'elle ne bougerait pas ses taux à la baisse dans ce contexte-là, parce que les rapports sur l'emploi sont pour l'instant assez résilients et qu'il fallait plusieurs rapports sur l'inflation pour commencer à réagir et à baisser à nouveau les taux. De l'autre côté, le marché voit des statistiques macro-américaines, notamment sur la consommation, qui sont un peu moins dynamiques qu'auparavant. Et puis, face à ça, il y a aussi des questions de tension commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux. Et à ce sujet, et donc c'est ça le tableau du marché actuellement. Et d'ailleurs, si vous regardez bien sur les marchés financiers, on a vraiment ce qu'on appelle le risk off, c'est-à-dire une baisse des actions, donc un repli des actions américaines, doublé d'un repli des taux. Et ça, effectivement, là, les taux longs américains, ils se détendent, mais ça ne soutient pas les marchés actions pour l'instant, parce que ce qui fait baisser les taux longs depuis quelques jours maintenant, c'est justement les inquiétudes sur la dynamique de croissance américaine. Donc, vous avez les taux qui partent à la baisse, mais qui ne sont pas d'un grand soutien pour les marchés actions à ce stade, et vous avez également les matières premières qui partent à la baisse. Là, on a un baril WTI de pétrole, donc dont le prix, dont les cours sont retombés en dessous de 70 $ cette semaine. On avait également vu le cuivre également repartir un peu à la baisse. Donc comme ça, les matières premières qui se replient également. Donc on a comme ça des marchés, et notamment des marchés américains, qui sont traversés par une vague d'aversion au risque pour tous les éléments qu'on vient de citer. Et effectivement, la question commerciale sera probablement un des plus gros thèmes la semaine prochaine avec le rapport sur l'emploi américain, parce que Donald Trump a préciser son calendrier. Souvenez-vous, il y avait eu, il y a à peu près un mois, des annonces de taxes fortes sur le Canada, sur le Mexique, et puis Trump avait fait un pas en arrière, donnant 30 jours de délai supplémentaire pour favoriser la négociation, voyant que le Canada et le Mexique avaient pris des premières mesures pour limiter pour renforcer leurs frontières et donc limiter les passages illégaux. La période est terminée. Et Trump a dit quoi cette semaine? Eh bien, il dit, voilà, clairement, dès la semaine prochaine, donc dès mardi, eh bien, nous allons faire entrer en application les taxes douanières sur le Canada et sur la Chine également. Il dit, voilà, la Chine, non seulement il y aura les 10% qui étaient déjà prévus, et on va rajouter 10% supplémentaires. Donc, on passe comme ça à 20% de taxes sur la Chine. Et alors, évidemment, on ne sait pas s'il le fera ou pas. Toujours pas avec Trump. Hein, il y a les déclarations, puis il y a les actes derrière qui sont parfois très différents. Mais pour autant, eh bien, à ce stade, au moment où j'enregistre ce podcast, il est quasiment 18 h là, vendredi soir, eh bien, on s'attend, pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de... Enfin, Trump n'a pas changé d'avis entre ces déclaration il y a hier ou avant-hier et maintenant. Donc s'il ne change pas d'avis d'ici mardi, eh bien on aura effectivement un risque de hausse d'un seul coup des taxes douanières, des taxes à l'importation sur tous les produits chinois et canadiens qui rentreront sur le sol américain. Et puis il a également précisé ses pensées par rapport à l'Europe, expliquant que l'Europe aurait droit à ces 25% de taxes douanières. Et on a eu Emmanuel Macron donc, qui a quitté Washington cette semaine et qui expliquait qu'il avait assez peu d'espoir dans le changement de perspective de la part du président américain sur cette question des taxes commerciales. Alors, encore une fois, rien n'est jamais figé avec Trump, hein, mais simplement la température qu'on a en cette fin de semaine, eh bien c'est celle-ci, c'est celle de mesures qui se précisent de mise en application, de date de mise en application de ces mesures de taxes, de tarifs, donc de taxes commerciales dès la semaine prochaine pour certaines zones économiques. Et on est un peu dans l'escalade dans cette fin de semaine parce que la Chine a déclaré ce matin qu'elle prendrait évidemment les mesures qui s'imposent si les États-Unis mettent ces mesures en place donc la semaine prochaine. Le Canada a été très ferme également. Trudeau a expliqué qu'il y aurait une réaction qui serait très ferme et immédiate de la part du Canada si les États-Unis maintenaient la date d'entrée en application de ces taxes commerciales mardi prochain. Donc voilà le contexte, et c'est dans ce contexte que les marchés américains se replient. Alors, on voit quand même que les marchés européens sont plutôt résilients. C'est vrai que c'est quand même à noter parce que l'Europe est pleinement concernée par ces questions de taxes commerciales. Trump a bien parlé des 25%. En plus, il a tiré à boulet rouge sur l'Europe, quasiment expliquant que grosso modo que l'Europe avait été créée pour nuire aux États-Unis, pour voler les États-Unis. Bon, évidemment, ça c'est son interprétation. Mais donc toujours est-il que l'Europe est dans le viseur de Trump. Et pour autant, c'est résilient sur les marchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'effondrement des indices. Le CAC a un peu reculé depuis une dizaine de jours
en même temps que les marchés américains, mais pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on a des marchés américains qui ont beaucoup plus baissé que les marchés européens. Donc la bonne nouvelle relative, j'ai envie de dire, c'est qu'à ce stade, sur l'Europe, ça tient quand même pas trop mal. Après, la question, c'est si les États-Unis continuent de corriger plus fortement, est-ce que la résilience qu'on observe sur la partie européenne peut se maintenir? Ça, j'en suis pas forcément tout à fait sûr. Je pense que si à un moment donné la volatilité grimpe plus nettement sur la partie américaine, il serait assez logique qu'on voit aussi le DAX, le CAC et quelques indices européens faire quelques pas en arrière, sans pour autant se cracher foncièrement. En tout cas, à ce stade, il y a de la résilience, on le note. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut donc être extrêmement optimiste et acheter les niveaux actuels? Laissons peut-être passer l'orage sur les marchés américains, voir qu'à un moment donné, on observe un rebond sur les marchés américains, et à ce moment-là, effectivement, ça va être plus convenable de commencer à se repositionner sur la partie européenne à court terme. Pour l'instant, il y a quand même des risques, tant que les menaces planent et que, éventuellement, ces entrées en application se font de la semaine prochaine. Il me semble qu'il y a toujours un risque actuellement à court terme pour les marchés européens, même si on salue quand même la bonne résilience. Et je vais dire, c'est assez rare. L'année dernière, c'était vraiment un énorme écart de performance à l'avantage des États-Unis, 20% d'écart sur l'année entre les marchés américains et les marchés européens. Là, on a quand même un début d'année qui est quand même nettement à l'avantage des marchés européens. Mais voilà, la question c'est, est-ce que face au vent contraire, face à l'aversion au risque des énormes marchés américains, est-ce que l'Europe peut rester insensible encore longtemps, si cette volatilité grimpe dans les jours qui viennent? Donc ça, on met ce point sous surveillance. On a également des questions peut-être qui peuvent se poser sur, on parle un peu des États-Unis, sur l'action du Doge, vous savez, ce service dirigé par Musk, qui est chargé de réduire finalement les dépenses budgétaires, en tout cas de trouver des sources d'optimisation dans les dépenses budgétaires aux États-Unis. La question de la méthode peut peut-être aussi générer ces questions d'inquiétude chez les consommateurs américains. On rappelle qu'il y a des millions de fonctionnaires aux États-Unis. Alors certes, la population est absolument gigantesque aux États-Unis, mais il y a des millions de fonctionnaires. Et donc, à un moment donné, on voit qu'effectivement, les menaces planent de manière quotidienne sur des réductions d'effectifs dans la fonction publique, et comme c'est pas forcément très précis, ça peut aussi créer un sentiment d'incertitude, d'inconfort chez des millions d'Américains qui travaillent dans la fonction publique ou qui sont des clients de l'administration américaine, des contractants avec l'administration qui passe des commandes dans les entreprises américaines, qui sont clients de ces administrations-là ou de ces services-là. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'on commence à voir sur les questions de confiance des consommateurs, quand vous avez des millions de gens qui peuvent s'inquiéter d'être virés ou pas du jour au lendemain par le Doge, ou en tout cas par une décision de Trump et de Musk sur des volontés de couper les budgets. La vitesse de réduction des budgets, alors c'est pas une mauvaise chose à moyen terme, j'ai envie de dire. Les États-Unis avaient un endettement qui courait depuis 4 ans, qui était absolument gigantesque et qu'il faut réduire. La question de la méthode se pose en revanche, le rythme notamment de ces réductions, la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est mis en place. Si effectivement, en très peu de temps, vous avez des centaines de milliards de dollars d'économies qui se font, des centaines de milliers de licenciements qui s'opèrent dans la fonction publique, le risque, il est qu'à un moment donné, cela se voit sur la croissance américaine, sur les hausses également des inscriptions au chômage. Et à ce propos, on surveillera donc de très près le rapport sur l'emploi la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Regardez par exemple aujourd'hui, on a un constat qui est assez intéressant, je trouve, à faire, c'est que vous savez que l'inflation PCE, c'est généralement, quand l'inflation PCE baisse, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les marchés, parce que c'est le signe que la Fed va poursuivre ses baisses de taux, etc. Donc les marchés habituellement, quand l'inflation faisait des progrès, c'était plutôt bien perçu par le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réaction spécifique après l'inflation PCE, qui pourtant était plus faible que le mois précédent. Pour autant, le marché n'a pas trop réagi, parce qu'actuellement, on a l'impression que le marché est focalisé sur les questions de croissance américaine. Et que donc, oui, l'inflation PCE fait des progrès, mais comme face à ça, on a des chiffres sur la confiance des consommateurs, également l'activité dans les services, le PMI service, souvenez-vous également la semaine dernière, il est rentré en zone de contraction. On parle bien des activités dans les services. Les services, c'est 3/4 de l'économie aux États-Unis. Donc, maintenant, le marché est peut-être en train de se dire, bon, bah oui, l'inflation fait des progrès, ouais, ok, on a peut-être des baisses de taux qui vont reprendre au deuxième trimestre, mais en attendant, c'est peut-être aussi le signe que si toutes les données macro ralentissent, on a eu pas mal de stats immobilières également ces derniers temps qui étaient toutes nettement en dessous des attentes et en repli, le marché peut-être se dire, si l'inflation se replie aussi dans ce laps de temps, c'est peut-être un signe que l'économie est en train de ralentir. Et à ce propos, la Fed d'Atlanta, vous savez, qui fait ses estimations de croissance de manière régulière, dès qu'une statistique américaine est publiée, grosso modo, la Fed d'Atlanta, elle fait tourner un modèle automatique qui donne une estimation en temps réel de la croissance du trimestre en cours aux États-Unis. Et la Fed d'Atlanta, aujourd'hui, elle a publié sa dernière estimation, notamment après ces chiffres pas terribles qu'on vient de citer. Et là, un peu la grosse surprise, on a une estimation, là, après ces statistiques-là, d'une contraction du PIB au premier trimestre aux États-Unis. Donc évidemment, tout ceci va être révisé tout au long du trimestre encore, le trimestre n'est pas fini, il y aura d'autres statistiques, mais ça montre quand même à quel point, finalement, les dernières statistiques sont
pas forcément très rassurante, et c'est ça que ressent le marché. Quand les taux baissent, les matières premières baissent, les actions baissent, eh bien on est parti dans cette thématique un peu d'analyse de la croissance américaine, et on est peut-être un peu moins focalisé désormais sur les questions d'inflation. C'est toujours très bien si l'inflation ralentit, la Fed baissera ses taux, etc. Mais le momentum actuellement psychologique du marché, il semble plutôt focalisé sur les questions de croissance économique aux États-Unis. Voilà ce que nous pouvons dire pour le gros récap macro de cette semaine. Juste le résultat de Nvidia, vous avez vu également cette semaine côté publié, d'excellents résultats, mais un marché qui est habitué à des très bons résultats, avec des rythmes de croissance des revenus qui sont un peu moins forts que sur le trimestre précédent, pour autant qu'ils restent excellents, mais quand vous avez des croissances à 3 chiffres auparavant pendant plusieurs trimestres, et que vous passez maintenant depuis 1 ou 2 trimestres dans des croissances à 2 chiffres, pour le marché, voilà, c'est déjà pricé, c'est déjà intégré, et donc finalement le marché, on a vu, il y a peu de réaction d'euphorie, après pourtant des résultats qui étaient encore excellents de la part de Nvidia. Ça montre un peu comme ça, un peu l'état d'esprit du marché. Quand vous avez de très bons résultats mais qui ne sont pas salués, c'est que le marché, voilà, la coupe est un peu pleine et qu'il y a besoin de corriger, et c'est ce qu'on voit donc depuis quelques jours. En quelques secondes, le programme de la semaine prochaine. Lundi, PMI manufacturier en Chine. Toujours important de surveiller le rythme économique en Chine et les indicateurs avancés comme les PMI. On aura les PMI finaux également en zone euro, tout ce qui est manufacturier en début de semaine. Un indicateur ISM manufacturier aux États-Unis. On aura également les chiffres d'inflation en Europe. Mardi, on aura les chiffres du chômage en zone euro. On aura une déclaration du gouverneur de la Banque du Japon. Et on aura quelques speakers de la Fed également. Il sera bon de les entendre après ces chiffres d'inflation et ces chiffres macro, voir un petit peu si leur ton change un petit peu ou pas. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir si les membres de la Fed, ils diront qu'ils saluent les progrès sur l'inflation. Mais ce qui nous intéressera, c'est de voir combien de rapports sur l'inflation favorable ils attendent avant de reprendre les baisses de taux. Donc voilà pour l'intérêt des speakers la semaine prochaine. Mercredi, on aura un nouveau PMI sur la Chine dans les services cette fois-ci. On aura des chiffres sur l'emploi. Attention, ça commence à arriver. Mercredi, chiffre ADP. C'est la semaine du rapport sur l'emploi la semaine prochaine. Donc on sait que tout au long de la semaine, il y a des chiffres sur l'emploi qui sont publiés avant vendredi, notamment le chiffre ADP, un chiffre privé donc dès mercredi. ISM Service, gros rendez-vous. Justement, est-ce que l'ISM Service va confirmer ce que l'on voit du PMI Service, à savoir une dégradation? Gros rendez-vous donc mercredi ISM Service. Le beige book de la Fed également sera intéressant à surveiller mercredi soir. C'est une photographie en quelque sorte de l'économie américaine à un instant T, par État, par région américaine, et on fait une prise de température sur l'activité. Donc dans cette phase où on se questionne un petit peu sur la dynamique macro-américaine, rendez-vous important aussi mercredi soir prochain. Jeudi, réunion de la Banque Centrale Européenne, toujours à surveiller. Et puis vendredi, le rapport sur l'emploi. Est-ce que ce rapport sera moins bon que les précédents? On peut peut-être le craindre parce que, effectivement, par rapport à tout ce qu'on voit des changements de l'administration américaine, des licenciements aussi de fonctionnaires, est-ce que ça commencera à se voir dans les inscriptions hebdomadaires au chômage, dans le taux de chômage globalement et dans les créations d'emplois aussi? Voilà, tout ceci, c'est pas mal d'enjeux pour le rapport sur l'emploi la semaine prochaine. Excellent week-end à tous et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.